Mesdames et messieurs, bonsoir. Ou rebonsoir à ceux qui étaient déjà là en début de semaine, lundi et mardi. Bienvenue à cette troisième conférence du Colloque Wright, dont c'est la 17e édition cette année. Cela fait effectivement déjà 30 ans que la Fondation Dudley Wright s'engage pour la diffusion des savoirs dans la société. Ça fait plaisir que, même un jeudi soir, de voir que la salle ne désemplit pas. C'était effectivement déjà bien rempli, complètement plein, même lundi et mardi également. Mon nom est Olivier Dessibourg, je suis responsable de la rubrique Sciences au journal Le Temps, qui est partenaire de l'événement, et c'est moi qui vais vous accompagner tout au long de la soirée. Comme chaque année, vous le savez, on a le privilège ici d'accueillir à Genève, à l'Université de Genève, des orateurs de renom qui viennent du monde entier, qui viennent partager leurs recherches, qui viennent réfléchir ensemble, interagir ensemble, discuter ensemble et surtout discuter avec vous. C'est une chance assez grande qu'on a d'avoir des orateurs de ce calibre-là venir discuter avec le public comme ce soir. Cette année fera évidemment pas exception. Vous savez, le programme était riche. On a déjà eu en début de semaine même une prix Nobel, la personne de Linda Buck qui est venue parler de ses recherches sur les gènes qui codent pour les récepteurs de l'odorat, pour lesquels elle a donc reçu le prix Nobel en 2004, de médecine et de physiologie. Tous les orateurs, cette semaine, parlent sur un thème, c'est la tradition. Ce thème, cette année, il est sous vos yeux. C'est décoder le livre de la vie, la révolution génomique. Pourquoi ce thème? Pourquoi est-ce qu'il a été choisi? Pour vous en dire un peu plus sur le choix de ce thème, je passe immédiatement la parole à Yvan Rodriguez, qui est professeur au département de génétique et évolution de l'Université de Genève et aussi membre du comité scientifique de la Fondation Wright. Merci. Mesdames, Messieurs, chers collègues, je me réjouis, comme les jours précédents, de vous revoir ici pour cette troisième conférence de la semaine du Colloque Wright 2016, colloque, comme Olivier Dessibourg vient de vous le mentionner, consacré à la révolution génomique. Pour ceux d'entre vous qui avaient assisté aux deux précédentes prestations de la semaine, eh bien, vous aurez certainement compris l'articulation de ces conférences qui, chacune, va pointer vers une direction différente, chaque fois aussi une direction liée à la génomique. La première conférence, comme on vient de vous le rappeler, celle de Linda Buck, était ancrée dans le présent. Dans le présent parce que les découvertes de Linda Buck nous font mieux comprendre les mécanismes de la vie, les mécanismes qui nous permettent à nous d'être ici aujourd'hui. Elle nous a montré comment l'identification de la plus grande famille de gènes codés par le génome des mammifères nous permet d'extraire de l'information du monde chimique qui nous entoure et de la transformer en percepts. La deuxième conférence, il y a 2 jours, qui nous a été présentée par Michael Snyder, celle-là nous fait nous diriger vers l'horizon, vers le futur, entre autres vers une médecine personnalisée, une médecine basée sur le génome, les génomes individuels. Aujourd'hui, la conférence de Svante Pääbo va nous faire, au contraire, nous retourner et nous intéresser au livre, au génome, qui nous parle de notre espèce, mais de l'histoire de notre espèce, de son évolution, et également de l'histoire des espèces, de nos espèces voisines espèces qui ont aujourd'hui disparu, mais espèces qui, en temps, non seulement ont partagé avec nous une partie de la planète, mais aussi, apparemment, partagé nos lits. Demain, nous allons, en écoutant le philosophe et essayiste Peter Sloterdijk, donner en temps à la réflexion, à laquelle nous pousse la compréhension, la réalisation de ce que représente la révolution génomique pour notre espèce. Voilà donc pour rappeler en quelques mots l'articulation de ce colloque qui dirige la lumière dans différentes directions, vers le passé, vers le présent et vers le futur. Il y a la partie interaction avec le public suite à chacune des conférences. On a voulu cette partie aussi interactive que possible, justement. Alors, à ce stade, je vous demande de ne pas éteindre vos portables, les mettre sur mode silencieux. Vous comprendrez pourquoi dans un instant. Il y aura les traditionnels micros dans la salle qui vous seront mis à disposition pour poser vos questions en live, donc directement.
Et cette année, on a aussi voulu tester un autre mode d'interaction qui est Twitter. Vous avez ici l'adresse du Wi-Fi libre d'accès de l'Université de Genève, donc c'est Guest Unige. Et si vous avez un portable, et si vous l'avez mis sur mode silencieux, et si vous avez Twitter surtout, vous pouvez poser votre question à travers Twitter, simplement en mentionnant le hashtag, donc le dièse, suivi de ColloquWrite. Mentionnez-le bien, comme ça on voit votre question. Et Yvan va nous aider à les rassembler, à les trier et à les poser aussi directement. Donc ces deux modes d'interaction pour permettre aussi notamment à ceux qui nous suivent en live, puisque cette conférence est retransmise sur Internet, de poser leurs questions à nouveau à travers Twitter. Cette session de questions-réponses se fera en français et en anglais, donc n'hésitez pas à poser vos questions en français. Vous avez dû recevoir un casque de traduction. Il y a une traduction simultanée. La question sera traduite simultanément en anglais aux personnes avec qui je discuterai. Je dis aux personnes parce qu'effectivement, il n'y aura pas seulement pour la discussion Svante Pääbo sur la scène, mais aussi Peter Sloterdijk, l'idée étant justement l'interaction de toute la semaine, l'interaction entre les scientifiques qui sont présents. Voilà, pour vous parler maintenant de la conférence de ce soir, plus particulièrement et plutôt du conférencier, je repasse la parole à Yvan. Alors, Svante Pääbo est un biologiste suédois, qui s'intéresse à la génétique de l'évolution. Il s'intéresse à la paléogénétique, c'est-à-dire à la reconstruction des génomes d'espèces disparues ou alors d'organismes anciens. Pour ceux qui ne le connaissent pas par son nom, vous le connaissez très certainement par ses découvertes. C'est lui qui s'est intéressé au gène FOXP2. Alors l'acronyme est un peu rêche, mais c'est celui qui est communément appelé le gène du langage. Vous en avez certainement entendu parler, lu des articles dans les journaux. C'est Svante Pääbo qui aussi a découvert une nouvelle espèce d'hominidés en cousin qu'on appelle l'homme de Denisova. C'est lui aussi, et encore, qui a séquencé une grande partie du génome de l'homme de Néandertal. Alors Svante Pääbo commence sa carrière d'une façon un peu atypique, puisqu'il la débute comme traducteur dans les forces armées suédoises. Heureusement, il change de direction rapidement, si bien qu'aujourd'hui, il dirige le département de génétique à l'Institut Max Planck de Leipzig en Allemagne. Svante Pääbo a reçu nombre de distinctions pour son travail de pionnier et ajoute à ses qualités scientifiques une qualité rare, en tout cas assez rarement associée à celle de scientifique, qui est celle d'être extrêmement clair dans ses présentations. Je cède maintenant la parole à Svante Pääbo qui va nous faire voyager, grâce à nos génomes, à travers notre histoire. Dear Svante, welcome in Geneva. We're glad and honored to have you here. The floor is yours. Merci beaucoup. Je commence donc par remercier la Fondation Wright et les organisateurs de ce colloque de m'avoir invité à venir participer à cette semaine de la science qui est de toute évidence un événement exceptionnel ici à Genève. Au tout début de mon intervention, je tenais à vous rappeler ce que vous savez déjà tous. C'est le fait que notre génome est composé de l'ordre de 3 milliards de nucléotides, des lettres en quelque sorte, qui composent l'information génétique. Vous savez également que chacun d'entre nous porte 2 copies du génome humain, une copie venant de notre mère, une copie venant de notre père. Ces 2 génomes sont similaires, mais pas totalement identiques. Si on compare les séquences de lettres, c'est-à-dire de nucléotides, on trouve une différence à peu près tous les 1200 ou 1400 nucléotides, si on compare les 2 génomes que vous portez dans votre organisme, ou si vous comparez 2 génomes entre 2 personnes différentes du public. Et ces différences sont dues à des mutations qui se sont produites dans les lignes maternelles et paternelles chez vos grands-parents, etc., au fil des générations.
Chacun d'entre vous, si vous comparez votre génome à celui de quelqu'un d'autre, vous verrez qu'il y a 4 milliards de différences. C'est en quelque sorte l'archive de nos évolutions. Le génome est donc parfait pour essayer de reconstruire l'histoire de l'humanité. Si l'on étudie les variations du génome en commençant simplement par regarder l'être humain vivant dans certaines régions de la planète, on découvrira dans ce cas-là quelque chose qui semble a priori étonnant. C'est-à-dire que la plupart des variations se trouvent chez les personnes qui vivent sur le continent africain. Même si la plupart des gens vivent en dehors de l'Afrique, il y a à peu près 700 millions de personnes qui vivent sur le continent africain et tous les autres vivent en dehors, toutes les variations en dehors de l'Afrique sont moins importantes que celles qui sont observées sur le continent africain, ce qui est dû au fait que la plupart des séquences ADN qui se trouvent en dehors de l'Afrique ont des parents proches à l'intérieur de l'Afrique, mais qu'il y a une partie des variations en Afrique qui n'ont pas de parents proches en dehors. Et l'interprétation de ce constat, c'est que les êtres humains modernes ont vu le jour en Afrique, ont accumulé des variations sur ce continent africain, et ensuite qu'une partie de ces variations se sont rendues dans le reste du monde pour le coloniser. C'est donc là la preuve génétique, en quelque sorte, de l'origine africaine de l'homme humain. Et avec un certain nombre de petites astuces génétiques, on peut approximativement déterminer quand l'être humain a quitté l'Afrique, et c'est à une date relativement récente de notre évolution, il y a moins de 100 000 années. Voilà donc le modèle récent d'origine africaine de l'être humain. Il y a également des preuves paléontologiques qui étayent ce modèle, mais ce modèle présente un problème. Si les êtres humains sont sortis d'Afrique il y a 100 000 ou 50 000 années, il y avait d'autres formes d'êtres humains qui existaient en Europe occidentale, ce que nous appelons l'homme de Néandertal, mais aussi d'autres formes d'êtres d'hominidés qui vivaient en Asie et que nous connaissons moins bien. Les Néandertals qui existaient donc dans cette partie du monde, les voici le squelette reconstitué d'un homme de Néandertal, comparé au squelette d'un être humain, étaient robustes. Ils sont arrivés, apparaissent parmi les fossiles il y a 400 000 ans à peu près en Europe et en Afrique orientale et ont existé jusqu'à leur disparition en liaison avec l'apparition de l'être humain moderne. Notre laboratoire de Leipzig a donc été fasciné par l'homme de Néandertal. On peut presque même dire obsédé par lui. Pourquoi cela nous intéresse-t-il à ce point? Je crois que cela s'explique, d'après moi, par une raison principale. C'est que l'homme de Néandertal est notre parent évolutionnaire le plus proche qui soit. Si nous voulons nous définir comme groupe biologique ou comme espèce biologique, si vous le voulez, c'est au Néandertal que nous devons nous comparer. Qu'avons-nous en commun, nous tous, que l'homme de Néandertal n'avait pas? Voilà qui permettrait de nous définir. Il y a d'autres raisons qui permettent de s'intéresser, qui expliquent que l'on s'intéresse à l'homme de Néandertal. C'est que l'homme de Néandertal existait ici il y a relativement peu de temps, 2000, 3000 générations. Pourquoi l'homme de Néandertal a-t-il disparu? Est-ce que c'est notre ancêtre direct, etc., etc. Et cette dernière question, il faut faire attention. Je suis sûr qu'il y a des paléontologues dans le public, mais cette question est discutée dans la paléontologie depuis des décennies. Et il existe en quelque sorte deux positions extrêmes pour répondre à la question de savoir ce qui s'est passé avec l'homme de Néandertal. La première hypothèse, c'est celle du remplacement total, c'est-à-dire que l'homme de Néandertal a apporté une contribution génétique de 0% à l'être humain moderne. À l'autre extrémité, on trouve ceux qui pensent que les hommes de Néandertal sont les ancêtres directs des Européens actuels et qu'il y a donc une continuité à 100%. Personne ne défend cette thèse, mais entre les deux, il y a toute une gamme de positions possibles. La première occasion de tester cela par des moyens génétiques est apparue au début des années 90, lorsque nous avons pu
obtenir un échantillon, non pas d'un homme de Néandertal, mais de l'homme de Néandertal avec un L majuscule, celui qui avait été trouvé en 1856 à Néandertal et qui a donné son nom à ce groupe d'hominidés. On a pris donc un échantillon de l'humérus. À l'époque, il fallait prélever une partie relativement importante de l'os pour pouvoir en extraire l'ADN. Et on a ensuite accumulé 20 années d'expérience pour obtenir une petite quantité d'ADN qui avait été préservée dans cet os. Ce qui est assez effrayant, c'est la contamination qui peut intervenir depuis votre propre ADN, c'est-à-dire les particules de poussière dans une salle telle que celle-ci où il y a beaucoup de personnes, où les fragments de peau tous ces fragments de peau et de particules peuvent contenir beaucoup plus d'ADN que ce que l'on trouve dans l'os qu'il s'agissait d'étudier. C'est la raison pour laquelle nous avons dû réaliser des salles blanches, porter des habits bizarres, filtrer l'air et ainsi de suite pour faire tous ces examens. À l'époque où nous travaillions donc sur l'homme de Néandertal, nous avons travaillé sur une petite partie du génome, le génome mitochondrial que nous héritons de notre mère, et nous nous sommes concentrés là-dessus parce que bon nombre de copies de ces cellules existent et ça nous permet d'examiner les parties précieuses de ce génome. Nous avons découvert que si on reconstruit l'histoire du génome mitochondrial de l'homme de Néandertal, il faut remonter très loin pour trouver un ancêtre commun qui présente le génome mitochondrial de tous les êtres humains qui vivent sur Terre à l'heure actuelle. Pour nous tous ici, notre ancêtre commun remonte à 100 000 ans, alors qu'il faut remonter à plus d'un demi-million d'années pour trouver un ancêtre commun avec l'homme de Néandertal. Nous et d'autres avons séquencé d'autres génomes mitochondriaux de l'homme de Néandertal et tous tombent en dehors de la variation de l'être humain actuel. Il est donc manifeste qu'aucune personne sur cette planète ne porte le génome mitochondrial d'un homme de Néandertal. En d'autres termes, cela pourrait pousser à souscrire à la thèse du remplacement total. Mais il est également clair que le génome mitochondrial est une partie tout à fait particulière du génome. Il y a des centaines de copies par cellule qui viennent uniquement de la mère et qui sont héritées en tant qu'une unité, alors que la très grande majorité des autres 3 milliards de paires de bases ou de nucléotides sont stockées dans le noyau de la cellule et viennent à la fois de la mère et du père. Donc, c'est dans le génome que l'on va retrouver la vérité. Mais bien sûr, il n'y a que 2 copies de ce génome, alors qu'il y a des centaines de copies de génome mitochondrial. Il y a 10 ans à peu près, j'avais dit dans un article que jamais on ne séquencerait le génome de l'homme de Néandertal parce qu'il y en avait trop peu qui étaient disponibles, que c'était dégradé, que c'était modifié chimiquement, etc., que ça n'était pas faisable. Voilà qui montre qu'il ne faut jamais faire de prévisions négatives et surtout pas en biologie. Parce que ce qui se passe souvent, c'est que l'histoire vous dépasse, si vous voulez. Généralement, la technologie vous devance. C'est ainsi qu'au début de ce millénaire, de nouvelles techniques sont apparues pour séquencer l'ADN et de nombreux fragments d'ADN ont pu être séquencés de manière peu onéreuse et très rapide. Désormais, nous avons pu rechercher des parties spécifiques du génome en extrayant simplement l'ensemble de l'ADN, en réalisant une sorte de bibliothèque des molécules et en séquençant tout l'ADN qui s'y trouve, en commençant à comparer cela avec le génome bactérien, le génome de l'être humain et ainsi de suite. Le premier endroit où cela a fonctionné pour l'homme de Néandertal, c'était dans ce site que vous voyez ici, la caverne de Vindia en Croatie. Ce fragment d'os que vous voyez ici a à peu près 40 000 ans. Et la première chose que l'on observe, si on regarde ce fragment d'ADN, dans un tel os, on voit que ce fragment est très très court. Alors que si vous extrayez l'ADN d'un échantillon, d'une prise de sang de moi, vous y trouverez des fragments de paires de bases de 10 000 lettres de long. Ici, il y en a 40 ou 50, 200 au maximum et pratiquement pas plus de 200. Donc, non seulement les fragments sont très courts, mais en plus, ils ne représentent qu'une fraction très minime de l'ensemble de l'ADN.
Dans le meilleur des cas, 3 ou 4%, généralement moins de 1%. Et la grande majorité de l'ADN vient des bactéries, des champignons qui ont colonisé l'os au fil des milliers, des centaines de milliers d'années pendant lesquelles cet os s'est trouvé dans la caverne. Nous avons donc eu beaucoup de chance de trouver au fil des années les moyens d'améliorer la méthode passant de l'os à l'extraction de l'ADN, à la transformation de cet ADN dans une forme que nous puissions mettre dans la machine à séquencer. Nous sommes devenus beaucoup plus efficaces dans ce travail. Nous avons examiné de nombreux sites de Néandertal et de nombreux os d'hommes de Néandertal pour découvrir ceux qui avaient le pourcentage le plus élevé d'ADN endogène. Nous nous sommes concentrés à la fin sur 3 os venant de 3 individus de Néandertal différents, venant de ce site de Croatie. Et cela nous a donné à peu près un peu plus d'1 milliard de molécules d'ADN, ce qui à l'époque était beaucoup. Aujourd'hui, on y arrive beaucoup plus facilement. La très grande majorité de ces fragments d'ADN venaient non pas de l'ADN du Néandertal, mais des bactéries. Mais nous avons pu examiner toutes les séquences et cartographier toutes ces séquences qui présentaient une similitude avec le génome humain, en tenant compte du fait qu'il y avait un dommage chimique qui avait pu s'accumuler dans cet ADN au fil du temps, et donc susceptible de nous donner de mauvaises positions du nucléotide. Et nous avons comparé cela au génome humain. En 2010, nous avions séquencé à peu près 3 milliards de nucléotides du génome de Néandertal, mais en petits fragments aléatoires. Parfois, nous avions 2 fragments qui couvraient une position du génome humain, parfois 3, mais nous avions aussi des parties considérables du génome humain qui n'étaient pas couvertes. Nous avions, au final, à peu près 55% du génome de Néandertal. Mais au moins, il était possible dès lors de commencer à se poser un certain nombre de questions. Et la première, bien sûr, était de savoir que s'était-il passé lorsque les hommes modernes avaient rencontré les hommes de Néandertal. Est-ce qu'ils s'étaient mélangés? Lorsque l'homme humain est venu d'Afrique et a rencontré l'homme de Néandertal, que s'est-il passé? Y a-t-il eu une contribution de l'homme de Néandertal vis-à-vis de l'être humain? Si tel était le cas, une conséquence serait que les Européens d'aujourd'hui devraient partager plus de variantes génétiques avec les Néandertals que les Africains actuels. Puisqu'il n'y a jamais eu de Néandertal en Afrique, il n'y a aucune raison de supposer qu'il y ait la moindre contribution des Néandertals aux Africains. C'est donc la première question que nous nous sommes posée. L'idée étant que si c'est ça le génome de Néandertal, il n'y a pas de connexion entre ce génome et celui des Européens actuels. Ce Néandertal serait donc tout aussi éloigné de l'Africain moderne que de l'Européen moderne. S'il y a une contribution, le Néandertal serait plus proche des Européens que des Africains. Nous avions le génome de Néandertal venant de Croatie. Et nous avons séquencé 5 personnes vivant à l'heure actuelle. Il n'y avait pas tant de génomes que ça qui étaient connus à l'époque, et nous voulions établir le même profil d'erreur entre ces génomes. Nous voulions une personne venant de France, enfin d'Europe pour représenter les Européens. Nous avons longuement discuté et nous sommes arrivés à la conclusion qu'une personne venant de France était de toute évidence la plus européenne. Donc nous avons séquencé le génome d'un Français, de 2 individus venant d'Afrique, d'une personne venant de Chine et d'une personne de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Et nous avons procédé à un test très simple. Nous avons simplement comparé 2 personnes vivant à l'heure actuelle. Et pour illustrer cela, nous avons commencé par les 2 Africains. Et nous avons découvert toutes les positions et là où il y avait des variations. Ensuite, nous nous sommes demandé à quelle fréquence l'homme de Néandertal correspondait à cette personne ou à cette autre à la même position. Puisque les Néandertal n'étaient pas allés en Afrique et qu'ils ne pouvaient donc pas avoir contribué aux Africains, le pourcentage devrait être de 50-50, c'est-à-dire il ne devrait pas y avoir plus de similitudes ou de variations dans un cas que dans l'autre. Et ça a été le cas. Il n'y a pas eu de différence entre les 2 individus. Lorsqu'on a pris ensuite un Européen et un Africain, à ma grande surprise, dois-je dire, on a constaté que statistiquement, il était significatif qu'il y avait plus de correspondance avec l'individu européen, ce qui donne à penser, sans prouver pour autant, qu'il y aurait pu y avoir une contribution des Néandertals aux Européens actuels. De façon encore plus surprenante, lorsque nous avons fait les mêmes tests avec un Chinois et un Africain, nous avons à nouveau
constaté davantage de correspondance avec les Chinois, même si la plupart des gens pensent qu'il n'y a jamais eu de Néandertal en Chine. En tout cas, tout le monde est d'accord pour dire qu'il n'y a jamais eu de Néandertal en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Et là encore, on a vu davantage de correspondance avec les personnes de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Donc, toutes les personnes en dehors de l'Afrique présentent une plus grande correspondance avec l'homme de Néandertal qu'avec le génome de l'Africain. D'où la question, comment expliquer le fait que l'on voit davantage de correspondance, non seulement en Europe où les Néandertals vivaient, mais aussi en Chine et en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Le modèle que nous avons suggéré, et qui s'est avéré dans une très large mesure entre-temps, consiste à dire que lorsque l'être humain moderne a quitté l'Afrique, il a probablement traversé le Moyen-Orient, et nous savons qu'il y avait des hommes de Néandertal dans cette région. Donc cet humain moderne, il y a à peu près 200 000 ans, est également devenu l'ancêtre de toutes les personnes en dehors de l'Afrique. Et s'il s'est mélangé avec l'homme de Néandertal, il a pu transporter cette contribution de l'homme de Néandertal au reste du monde, et même à des régions où l'homme de Néandertal n'existait pas. À telle enseigne que si les racines sont en dehors de l'Afrique, 1 à 2% de votre génome vient de l'homme de Néandertal. Nous avons été très heureux de pouvoir publier ce résultat. Évidemment, tout de suite, les gens se précipitent pour trouver des erreurs dans notre article. Ils n'en ont pas trouvé et ça nous a ravis. Mais je ne peux jamais m'empêcher de souligner à ce stade que le grand public s'est également beaucoup intéressé à notre publication. Donc, nous avons tout de suite reçu beaucoup de courriels, de lettres de personnes qui se sont quasiment auto-identifiées comme étant des Néandertals et se sont portés volontaires pour nous communiquer des échantillons de sang et se prêter à des études. Et puis, on a même commencé à voir un schéma apparaître. C'était pratiquement rien que des hommes qui prétendaient être des Néandertals et très peu de femmes qui prétendaient en être. J'ai compté tous ces courriels, je les ai présentés à mon groupe de recherche et j'ai dit ça, c'est ma recherche à moi, j'ai compté les emails. Évidemment, mes collaborateurs ont dit ça veut dire simplement que les hommes s'intéressent davantage à la génétique, ils vous écrivent et puis c'est tout. Mais j'ai retrouvé mes emails et j'ai constaté que ça n'était pas vrai. Il y avait beaucoup de femmes également qui nous écrivaient en disant qu'elles étaient mariées à des hommes de Néandertal. Et très peu d'hommes qui prétendaient être mariés à des femmes de Néandertal. En tant que généticien, bien sûr, ça vous intéresse beaucoup les questions de schémas hérités. Mais nous ne faisons pas que ce genre de recherche-là. Nous ne comptons pas simplement les emails. Nous avons aussi travaillé en collaboration avec des archéologues russes, et en particulier sur un site qui se trouve dans le sud de la Sibérie, à la frontière de la Mongolie et de la Chine, qui s'appelle la caverne de Denisova, qui est un endroit magnifique. Si vous avez l'occasion d'y aller, je vous le conseille. En 2010, on y a trouvé un petit os du pied qui s'avérait venir d'un homme de Néandertal. À l'époque, nous disposions déjà de nouvelles techniques extrêmement sensibles pour séquencer des petites quantités d'ADN à condition qu'il ait été suffisamment bien préservé. Et nous avons pu retirer de l'ADN de ce génome et nous avons fini par obtenir un très bon génome de l'homme de Néandertal. Pratiquement tout a pu être couvert par à peu près 50 fragments d'ADN différents. Donc, nous avons pu faire correspondre les fragments avec le reste du génome, ce génome étant d'une meilleure qualité que celle que nous puissions obtenir par un séquençage actuel, ou presque. Avec ce très très bon génome de Néandertal, on peut désormais étudier ou comparer avec des personnes qui vivent à l'heure actuelle. Ça, c'est un chromosome d'une personne vivante. Et en rouge, on trouve les fragments qui sont similaires ou identiques à ceux de l'homme de Néandertal. Et qui viennent donc manifestement de l'homme de Néandertal. Vous voyez que généralement, les gens portent des parties différentes de l'ADN de l'homme de Néandertal, mais ça arrive à un total de l'ordre de 1 à 2% par personne si vous êtes d'origine européenne. Est-ce que c'est beaucoup de porter 1 à 2% de génome de Néandertal, ou est-ce que c'est peu? C'est une drôle de question, évidemment. C'est ce que c'est, en fait. Mais
pour remettre les choses en perspective, pensez à votre propre arbre généalogique. Si vous vous trouvez ici, vous avez évidemment 50% de votre ADN qui vient de votre mère et de votre père, 25% en moyenne de vos grands-parents, 12% une génération plus loin, 6%, 3%, etc. Et si vous remontez à 6 générations de vous, vous avez à peu près 1,5% de l'ADN de votre ancêtre. Donc, en quelque sorte, c'est comme si un de vos ancêtres, de vos 64 ancêtres à la 6e génération, était un homme de Néandertal, en ce qui concerne la quantité d'ADN. Pour ce qui est du modèle de vos génomes, c'est tout à fait différent, puisque l'ADN de l'homme de Néandertal est un petit fragment qui est présent, alors que pour votre ancêtre à la 6e génération, vous avez des fragments plus importants. Autre question que l'on peut poser, quelle est la quantité du génome de l'homme de Néandertal qui existe encore aujourd'hui chez un être vivant bipède, debout? On peut en quelque sorte additionner le génome de l'homme de Néandertal, qui est indiqué ainsi en bleu. On ne sait pas trop, mais de l'ordre de 40% du génome de l'homme de Néandertal existe encore chez l'être humain actuel. Nos collègues russes ont découvert sur ce site des choses encore plus fascinantes dans les montagnes de l'Altaï. En 2008, je crois qu'ils ont vraiment fait quelque chose de formidable, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas manqué un petit os, et ils ont même reconnu que c'était un petit os qui faisait partie de la phalange d'une main d'un enfant. Nous avons également fait le séquençage de cet os-là, et nous avons obtenu un très bon génome. Nous avons été surpris de constater ça n'était pas un génome venant d'un homme actuel ni d'un homme de Néandertal, mais d'un homme qui était apparenté à l'homme de Néandertal, mais avec une parenté très lointaine. En d'autres termes, pour l'être humain, entre l'être humain et les autres populations humaines, la fragmentation s'est faite aux alentours de 100 000 ans. Entre les hommes de Néandertal et ces autres hominidés, la séparation est intervenue il y a 400 000 ans. En d'autres termes, nous avions trouvé un autre groupe d'humains éteints, et en liaison avec les archéologues russes, nous avons décidé de les appeler les Denisovans, l'homme de Denisova, puisque la grotte de Denisova était celle où ils avaient été découverts. C'était un autre groupe d'hominidés éteints, découverts exclusivement sur la base de génomes et non pas simplement de résultats de paléontologie. Est-ce que ces êtres humains se sont mélangés à l'être humain moderne? Eh oui, et en particulier par rapport à ceux qui vivent actuellement en Australie, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, etc. Donc même si le génome et l'os a été trouvé dans cette région-ci, les traces de ce génome sont particulièrement fréquentes en dehors, et notamment dans les îles du Pacifique, jusqu'à concurrence d'à peu près 5%. Il y a aussi une petite contribution qui concerne les Asiatiques, mais l'essentiel se trouve en Asie, en Océanie, en Australie. Donc l'idée, c'est que ça n'est pas probablement en Sibérie que vivait l'homme de Denisova, mais qu'il était beaucoup plus répandu dans l'est de l'Asie. Pour résumer donc ce que nous savons à propos de l'origine des hommes de Néandertal et de Denisova, et de l'être humain moderne à l'étude du génome, l'origine de l'être humain, c'est l'Afrique, qui a quitté, l'homme africain qui a quitté l'Afrique il y a à peu près 500 000 ans, a investi l'Europe et la partie occupée par l'homme de Néandertal, alors qu'à l'Est, l'être humain s'est transformé en Denisovan. On ne sait pas pourquoi cette hominidé s'est répandue sur tout ce continent, peut-être une tendance mégalomaniaque. Dans cette région-ci, dans les montagnes de l'Altaï, à un moment ou à un autre, il y a eu des hommes de Néandertal, et à un autre moment, il y a eu des hommes de Denisova.
Et ensuite, il y a à peu près 50 000 ans, l'être humain moderne est sorti de l'Afrique et s'est mélangé avec l'homme de Néandertal, probablement en Moyen-Orient, et a continué à se répandre. Tout porte à croire désormais qu'il y a eu également des mélanges entre l'être humain moderne et l'homme de Denisova, puisque le génome est légèrement différent. Il y a donc eu des mélanges avec l'homme de Denisova dans le sud-est de l'Asie, continuation de l'expansion de l'être humain, disparition de ses autres formes, mais qui continue à survivre en quelque sorte par le biais de cette contribution à raison de 1% du génome de Néandertal et 5 à 7% du génome de l'homme de Denisova. Nous avons donc désormais 2 cas de mélange. Je ne serais pas surpris si à l'avenir on trouvait encore d'autres cas de ce type en Chine, mais là aussi, mais aussi lorsque l'être moderne, l'humain moderne s'est répandu dans le reste de l'Afrique, il est probable qu'il se soit mélangé à d'autres populations existant également sur place. Donc nous avons toujours été mélangés, et pas simplement au niveau de l'être humain moderne, mais aussi auparavant, au moins dans une certaine mesure. Et ce site en Roumanie nous l'a rappelé récemment. On a trouvé en effet cette mandibule. C'est une mandibule humaine moderne qui a à peu près 40 000 ans et qui est parmi les plus anciens fragments de squelettes humains modernes que l'on ait découvert. Lorsque nous avons commencé à cartographier le génome, nous n'avons pris ici qu'un chromosome sur ce cliché. On a vu les autres êtres humains modernes où l'on a indiqué les diverses couleurs venant de l'homme de Néandertal. Cet individu, donc, était très intéressant puisqu'il vivait à l'époque où des hommes de Néandertal vivaient encore. S'était-il mélangé à eux? La réponse est oui, puisqu'il portait beaucoup plus d'ADN de Néandertal que cela n'est le cas aujourd'hui. En fait, toutes ces parties noires sont des parties pour lesquelles nous n'avons pas d'informations. Plus de la moitié de ce chromosome est donc exclusivement de Néandertal, ce qui signifie que cet individu avait un ancêtre de Néandertal très récent dans son arbre généalogique. Et l'on peut trouver d'autres régions, 7 autres régions de ce génome où l'on découvre des parties importantes de fragments de chromosomes. Donc, si l'on établit l'arbre généalogique de cette personne d'il y a 40 000 ans, on peut en inférer que 6, 5 ou 4 générations auparavant, cet individu avait effectivement un ancêtre appartenant à l'homme de Néandertal. On les a pratiquement pris la main dans le sac, si j'ose dire. Nous savons désormais qu'il y a eu beaucoup de mélange entre ces populations. De toute évidence, nous avons pu réfuter cette théorie du remplacement total. D'autres formes d'hominidés ont bel et bien contribué à l'être humain moderne. Mais il ne faut pas perdre de vue cette immense partie de nos variations génétiques qui viennent de l'extérieur de l'Afrique. Donc il ne faut pas oublier les choses et ne pas les remettre en perspective. C'est pourquoi nous appelons ce modèle de remplacement un modèle de remplacement qui fuit. L'essentiel vient de l'Afrique, mais il y a quand même des contributions qui viennent d'autres régions du monde. Pendant quelques minutes encore, je voudrais un peu changer de sujet et poser la question de savoir si cela a une conséquence fonctionnelle sur nous autres aujourd'hui. La contribution génétique de l'homme de Néandertal signifie-t-elle quelque chose pour nous qui vivons sur Terre aujourd'hui? On apprend de nouvelles choses à ce propos pratiquement tous les mois dans les articles spécialisés. Il est désormais possible de passer en revue des centaines de génomes d'Européens et de déterminer quelle est la fréquence à laquelle les Européens ont des génomes de Néandertal à certaines parties de leur génome. Et vous voyez, il y a quelques petits pourcentages ici, mais à d'autres endroits, il y en a encore 40, 50, voire 60%. Certaines caractéristiques sont uniques pour l'être européen, pour d'autres pour les asiatiques, etc. Si vous demandez quels sont les types de gènes qui présentent cette fréquence accrue, et c'est peut-être ceux qui ont été avantageux pour nos ancêtres,
Mais la réponse est assez ennuyeuse. C'est la carotène, c'est-à-dire les gènes qui se trouvent dans la peau et les cheveux modernes. On ne sait pas donc quelle est la conséquence de cette présence de ce gène, mais ça a certainement une incidence sur l'apparence de la peau et des cheveux qui viennent manifestement de l'homme de Néandertal. Mais il y a d'autres constats qui sont tirés. Il y a 2 ans, une variante de gène a été trouvée qui est associée au diabète de type 2, c'est-à-dire le diabète que l'on attrape quand on vieillit. Et cette variante de risque a provoqué ce qu'on appelle un transporteur de lipides qui existe non pas en Afrique, mais en dehors de l'Afrique et en particulier en Asie et chez les Américains natifs. Et si vous réalisez un arbre des variants de risque, vous trouvez que le Néandertal est juste ici, ce qui est manifestement une variante qui a été héritée des Néandertals par les Asiatiques et qui a abouti à une fréquence accrue. Pourquoi quelque chose devient fréquente lorsque cela pose un problème ou crée une maladie? Il y a un très bon exemple de ces variantes génétiques qui interagissent avec l'environnement avant d'avoir ou de déployer leurs conséquences. Il y a en effet de bonnes raisons de penser que les variantes génétiques, aujourd'hui, lorsque nous mangeons trop tout au long de notre vie, nous amènent à développer le diabète. Mais cela peut être évidemment une variante très utile dans des situations de famine. C'est peut-être une adaptation de l'homme de Néandertal à des situations de famine. Est-ce que les hommes de Denisova ont également apporté une contribution fonctionnelle à notre génome? La réponse est oui. L'exemple le plus spectaculaire se trouve au Tibet, sur les hauts plateaux du Tibet, où vivent des gens à 3000 ou 4000 mètres d'altitude avec assez peu d'oxygène dans l'air. Ceux qui viennent, par exemple, de Chine, souffrent de beaucoup de complications, notamment au moment de la grossesse. Mais on savait déjà qu'il y avait des adaptations génétiques de la part des Tibétains qui leur permettaient de vivre à de telles altitudes, ce gène qui s'appelle EP1+. Un groupe de chercheurs à Berkeley a montré que cette variante existait de manière très fréquente chez les Tibétains, à raison de 80%, alors qu'elle était très rare dans d'autres endroits, et a également montré qu'en fait, elle était directement héritée des hommes de Denisova, qui étaient les ancêtres des Tibétains. Donc c'est assez fascinant de constater que la population humaine n'est peut-être pas très développée dans les hauts plateaux du Tibet. Elle ne serait certainement pas s'il n'y avait pas eu cette contribution de l'homme de Denisova. Donc il y a beaucoup d'autres de ces variantes qui sont découvertes pratiquement mois après mois. Ça n'est qu'un autre exemple d'un groupe de recherche de notre institut. Moi, je n'ai pas participé directement à cette recherche. C'était une variante qui présente un certain doute d'être... Enfin, un schéma assez douteux. Ça semble être présent en dehors de l'Afrique, mais avoir son origine ici. Et c'est un gène qui encode... Cette variante encode ou est présente dans des gènes qui encodent des récepteurs du système immunitaire qui vous permettent de vous défendre contre les bactéries et les virus. C'est une sorte d'immunité innée. On peut montrer que si vous êtes homozygote, c'est-à-dire que si vous avez 2 versions néandertales ici, elles expriment davantage de variance que si vous êtes hétérozygote et que vous n'avez qu'une variante néandertale ou que si vous n'en avez aucune. Et si vous regardez ce à quoi ces variantes sont associées du point de vue statistique dans la population, ces variantes néandertales vont de pair avec une résistance accrue aux infections dues à l'Helicobacter pylori qui vous donne des ulcères. Alors si vous n'avez pas d'ulcères, c'est justement grâce à l'homme de Néandertal. Mais ces mêmes variantes vont de pair aussi avec davantage de prédisposition aux allergies. Donc, on pourra leur rendre responsable de quelque chose. Et aujourd'hui, un article vient d'être publié où on a les résultats d'études de génome. On a regardé les variantes de gènes qui apparaissent en rouge à l'écran. Et si vous regardez tout le tableau, vous voyez que ce sont des gènes qui ont trait à la peau et à la pigmentation de la peau. Donc, on commence à comprendre que
l'homme vient de l'Afrique, part en Asie, et ces hommes ont vécu pendant 300 à 400 000 années et se sont adaptés à la nouvelle situation. Et il y a des nouveaux venus qui viennent d'Afrique, qui se mélangent à eux, et donc on a ce qu'on appelle une introgression adaptive. Vous connaissez un terme si vous étudiez les animaux, mais la plupart des hommes de Néandertal dont on parle dans la littérature n'ont pas été choisis de façon positive. Ils vont souvent de pair avec des maladies parce que cela ressort d'études de génétique médicale avec des maladies de peau, avec des problèmes de dépression, d'addiction au tabac ou à d'autres produits, problèmes. Alors, on pourrait aussi voir ce qu'on n'a pas hérité de l'homme de Néandertal. On regarde tout le génome, on regarde la fréquence en Europe, en Afrique, et on voit où est-ce qu'on s'attend à voir, du point de vue statistique, une contribution de l'homme de Néandertal dans tout le génome, mais ce n'est pas le cas. Mais il y a des régions où on s'attendait à avoir une contribution de l'homme de Néandertal et ça n'existe pas. C'est un petit peu comme si on sélectionnait contre l'homme de Néandertal. On n'accepte pas ces gènes. Alors, c'est quelque chose de très intéressant parce qu'on se dit peut-être que ça cache autre chose qui est en train de définir l'être humain moderne en tant que groupe, des choses qui ont changé récemment dans notre évolution après l'homme de Néandertal. Et pourquoi est-ce que ça nous intéresse tellement? Parce qu'il y a des choses qui nous distinguent vraiment du groupe de Néandertal. Si on y réfléchit à ce groupe de Néandertal, ils ont existé 3 à 4 fois plus longtemps que nous n'avons existé en tant qu'hommes modernes. Mais les experts peuvent distinguer ces hommes, moi, ils me paraissent semblables en tant que non-experts, mais grâce à la technologie d'aujourd'hui, nous pouvons faire des études plus poussées. Donc, avec l'homme moderne, nous avons de nouvelles technologies et donc les changements sont beaucoup plus rapides et régionalisés. On voit tout de suite les différences entre un Européen et quelqu'un qui vient d'Amérique centrale. L'art figuratif montre quand même quelque chose d'intéressant. Il y a beaucoup d'articles où les gens expliquent qu'ils ont trouvé l'art de l'homme de Néandertal, mais d'autres leur disent « mais ça ressemble à l'art moderne ». On ne peut pas vraiment voir ce que cela représente. Ça ne peut être que l'œuvre d'un homme moderne. Et l'homme moderne, c'est le premier groupe d'hominidés qui n'existe plus en tant qu'une centaine de milliers de personnes. Là, il y a une explosion démographique. Il y en a des millions qui quittent l'Afrique, vont en Asie, pas seulement en Asie, et traversent les océans et arrivent en Amérique du Nord et du Sud et en Australie, dans toutes les zones habitées de la planète. Donc, avec ce génome du Néandertal, nous pouvons faire un catalogue de toutes les caractéristiques que nous partageons tous, peu importe l'endroit où nous vivons, mais l'homme de Néandertal a évolué. Il y a quand même des choses que nous partageons encore. Et ce qui me fascine, c'est pas une liste extrêmement longue. Alors, il y a 2 génomes avec des différences de l'ordre d'1 million, mais en tout cas, nous partageons tous quelque chose. Et les hommes de Néandertal rassemblaient davantage aux singes. Alors on peut regarder ces différences en l'espace de l'après-midi, dans l'après-midi, mais ces différences ne nous permettent pas de comprendre pourquoi nous sommes comme nous sommes. Alors ça nous intéresse tout particulièrement quand on s'imagine que ça a trait à la cognition et ça peut nous donner des pistes pour le cerveau. Alors pour vous donner une idée,
Dans ces changements, les 32 000 changements, il n'y a que 96 changements pour ce qui est des acides aminés. Donc, regardez toutes ces protéines à l'écran et ensuite vous pouvez vous dire est-ce que l'une de ces protéines nous paraît particulièrement intéressante. Et nous, ce qui nous intéresse, ce sont les gènes qui agissent particulièrement pendant l'évolution du cerveau, ce qui nous mène à la dernière question qui reste posée. Alors, comment modifier ces études puisque nous pensons que tel et tel changement génétique est important? Alors, pendant des années, je fais des plaisanteries de cet ordre. Ces allèles de l'homme de Néandertal, c'est de les utiliser dans un homme transgénique et de utiliser des allèles humains et de les transplanter dans des chimpanzés transgéniques. Et nous ne pouvons pas le faire pour toutes sortes de raisons déontologiques, on le comprend bien. Mais ce n'est pas une simple plaisanterie parce que vous avez des professeurs à Harvard qui sont en train de nous dire maintenant, puisque nous disposons du génome de l'homme de Néandertal, nous devrions faire des études sur les génomes des cellules souches et faire un clone du Néandertal. Ce n'est pas une bonne idée pour des raisons déontologiques, mais ce que nous pouvons faire avec ces informations, eh bien, nous pouvons essayer de trouver des mutations, des rétromutations chez l'être humain. Chaque année, vous avez de nouvelles mutations, une centaine de mutations. Il y a 7 milliards d'habitants. Le génome est composé de paires. Donc, chaque mutation compatible avec la vie existe, mais à faible fréquence. À l'avenir, quand on aura fait un séquençage de tous nos génomes, dès qu'on ira chez le médecin, au cabinet, on va se rendre compte qu'il y a des mutations qui nous ramènent à l'époque ancestrale et ce sera peut-être des pistes médicamenteuses. Alors ce qu'on peut faire également, faire du génie génétique et voir les changements de l'homme et de l'homme de Néandertal dans les cellules souches, ça se fait. Et ce que je voulais vous montrer aussi, c'est que vous pouvez utiliser des modèles de laboratoire, ce qui nous amène à ce gène qu'on a évoqué dans l'introduction, le FOXP2, c'est un gène qui est particulièrement intéressant en ce qui nous concerne, et cela, on s'y intéresse depuis pas mal d'années, parce que Tony Monaco à Oxford a identifié une grande famille où les personnes sont affectées par un trouble linguistique particulier. Ça n'a rien à voir avec leur intelligence ou quoi que ce soit d'autre, c'est simplement un problème de production linguistique. Et cette famille nous a permis d'identifier ce gène. C'est un gène qui encode les facteurs de transcription, une protéine qui branche et débranche les autres gènes. Et alors, il y a deux changements qui n'existent pas chez les autres primates. Donc, c'était très intéressant quand on a pu comparer au génome du Néandertal à ces deux endroits ici et on s'est rendu compte que l'homme de Denisova et l'homme de Néandertal ressemblaient à l'être moderne. Donc, ces deux changements se sont produits avant la grande scission, avant la grande divergence, mais cela ne les rend pas inintéressants et on va voir comment on va pouvoir étudier à l'avenir ces changements propres à l'être humain. Alors puisque cette protéine, on la retrouve chez l'homme et la souris avec ces deux changements, un changement plutôt conservateur ici qui, nous espérons, ne fera rien. Nous pouvons essayer d'humaniser une souris et nous sommes en train, avec le génie génétique, de transformer la souris qui, avec son gène, va créer des protéines humaines. Et puisque nous savons que cette protéine intervient dans le domaine de la langue et du langage, nous allons essayer de parler à la souris, mais elle ne va pas répondre. Peut-être parce que elle ne vit pas assez longtemps pour apprendre le langage, mais au moins vous avez un modèle animal que l'on peut utiliser, donc on peut étudier le cerveau de la souris pour voir si cela porte à conséquence. Et ce qui est intéressant, c'est que cette souris humanisée, si on la compare
à leurs autres frères et sœurs de la portée, mais où on n'a pas donc fait de transformation. Les dendrites sont beaucoup plus longues chez cette souris modifiée, donc vous voyez ici. Et ce qui est surtout nous intéresse, ce sont les circuits ganglières qui a fait que une doctorante s'est intéressée à cette question. Donc, elle a travaillé avec Dr. Anne Greibel et ensemble, elles ont testé l'apprentissage chez ces souris qui courent dans un labyrinthe, qui doivent apprendre pour aller vers le vert, pour trouver de lait chocolaté très prisé par la souris. Alors, on peut l'encourager à brancher cette lumière. Elle sait, elle apprend qu'elle doit aller vers la lumière. Il n'y a pas de différence entre une souris humanisée ou une souris normale quant à la rapidité de l'apprentissage. Mais si vous donnez toujours le même signal à gauche, à un moment, on arrive à éliminer le signal et la souris va toujours aller à gauche et elle va trouver son lait chocolaté. Et c'est donc... là, on peut y arriver avec une souris humanisée en 7-8 jours, alors que les autres membres de sa fratrie, de sa portée, auront besoin de 12 jours pour y arriver. Donc, apparemment, ils apprennent ça beaucoup plus rapidement. Je ne suis pas neurobiologiste, mais mes confrères me disent qu'il faut y réfléchir quand on apprend à faire du vélo en tant qu'enfant. Au début, on réfléchit à ce qu'on est en train de faire et ça se passe mal, on tangue, on tombe, c'est vraiment contre-intuitif. Mais arrive un moment où tout à coup, on ne réfléchit plus à ce qu'on est en train de faire et tout à coup, on arrive à faire du vélo sans problème, c'est-à-dire que vous avez automatisé cette coordination des muscles et des mouvements qui sont nécessaires pour faire du vélo. Et cela va de pair avec une commutation des activités dans votre cerveau qui passe du centre du cerveau à la partie latérale du cerveau. Donc, on s'est réintéressé à nos souris et on constate cette commutation d'activité beaucoup plus prononcée dans la partie latérale que dans la partie médiane. Et donc, cela correspond à notre hypothèse. Alors, on se dit que ce qui se passe dans cette souris quand on modifie ces deux positions, c'est qu'on est en train de modifier ces circuits gangliaires cortico-basaux pour accélérer l'automatisation de l'apprentissage. Et quand on réfléchit à langage et à la parole, c'est effectivement la chose la plus compliquée, la plus sophistiquée du point de vue coordination musculaire. Donc, il y a un contrôle de millisecondes pour contrôler ses lèvres, la parole et tout ça. On apprend cela en tant que petit enfant et c'est une question de coordination quant à la rapidité de l'apprentissage. Donc, il semblerait que ce changement de gène va affecter la coordination. Donc ça s'est passé avant la scission avec l'homme de Néandertal et on souhaiterait savoir s'il y a eu quelque chose qui s'est passé chez l'être moderne et effectivement il y a un changement ici au niveau de ce gène-là qu'on retrouve pratiquement chez tous les êtres humains et chez tous les autres animaux qu'on a étudiés, il y a autre chose. Et cette position a trait à l'activité de cette jeune. Donc l'activité change quand on change la position. Donc l'idée maintenant, c'est que nous avons ces deux changements de protéines que nous avons pu démontrer sont importants chez la souris et nous pensons qu'il y a un changement régulateur qui se passe ici et c'est peut-être une piste quant à ce que nous allons découvrir à l'avenir, c'est qu'il y a eu plusieurs changements qui se sont produits pour en arriver à l'homme moderne. Donc c'est plutôt encourageant, c'est-à-dire que l'on puisse modéliser des aspects de choses qui appartiennent à l'être humain, tels que la parole, et cela de le faire sur un
un modèle animal et cela pourrait être intéressant de mieux comprendre d'autres gènes qui participent à l'évolution de l'homme. Donc j'espère que j'ai réussi à vous convaincre que si ça vous intéresse, l'évolution de l'homme et surtout l'évolution récente, c'est très important d'avoir un génome de Néandertal parce qu'on peut savoir quand les choses se sont produites et s'intéresser à cette partie-là si c'est cela qui vous intéresse. Et le grand défi pour les 5 ou 10 années à venir, c'est de continuer ces études pour essayer de comprendre les fonctions de ces changements et il nous faudra étudier les cellules souches in vitro. Et ce qu'on va aussi essayer de faire, c'est de créer davantage de souris humanisées pour étudier ce que cela donne. Alors, je remercie tous ceux qui participent à ces efforts. Je ne peux pas les mentionner tous. Je vais mentionner plus particulièrement Mathias Meyer, qui a développé cette méthode ultra sensible pour séquencer ces génomes à partir d'os, ce qui nous a permis d'obtenir ces génomes de qualité extraordinaire qu'on n'aurait pas pu obtenir sans lui. Beaucoup de confrères ont participé à l'analyse. J'ai parlé de Janet Kelso, Kay Prüfer, qui ont coordonné les efforts sur le génome de Néandertal et pour la génétique de population David Reich à l'Institut Broad et Monty Slatkin à Berkeley. Et voilà, je vous remercie de votre attention. Thank you. Merci beaucoup, Sante Pabo. C'était fascinant. Je vous propose de vous asseoir. Et alors, comme je vous ai expliqué au début, l'idée de ce colloque, c'est de rapprocher des scientifiques pour qu'ils puissent parler du thème de la semaine, à savoir la révolution génomique. Ce soir, on a la chance d'avoir un deuxième intervenant pour cette discussion, Peter Sloterdijk, que vous connaissez peut-être, à la Hochschule für Gestaltung à Karlsruhe, et il a écrit beaucoup de livres et d'articles sur toutes ces questions, donc je le propose aussi de venir à la tribune. You have to use this mic. Yes. Please take a seat. And let me remind you that Donc, vous pouvez poser vos questions également via Twitter, c'est très simple, avec l'hashtag colloqueright. Je vais commencer par poser quelques questions. Vraiment, ça m'interpelle. Ces gens qui vous envoyaient des courriels vous disant... Enfin, qu'est-ce qu'ils disaient dans ces courriels? Ils disaient « Je suis un homme de Néandertal » ou « J'ai un parent qui est un homme de Néandertal ». Qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'est-ce qu'ils ont écrit? Alors, c'était très différent d'un courriel à l'autre, mais la plupart de ces gens se comportent un peu comme l'homme des cavernes, enfin, l'idée qu'on se fait de l'homme de caverne. Certains nous ont envoyé des photos, alors on pourrait les envoyer chez un endocrinologue parce qu'ils souffraient d'acromégalie, par exemple. Mais comment est-ce que vous interprétez tout cela, cette distinction entre l'homme de Néandertal et l'homme moderne? Je crois que, les gens sont fascinés à l'idée qu'il y a eu d'autres espèces d'hommes par la passé qui, d'une certaine façon, étaient plutôt différents quand même par rapport à nous. C'est quand même assez fascinant de s'imaginer qu'est-ce qui se serait passé si l'homme de Néandertal avait vécu plus longtemps. Je me demande s'il vivait aujourd'hui, est-ce qu'il vivrait dans des banlieues ou dans des jardins zoologiques? On ne le sait pas. C'est une fascination. Pour vous aussi, c'est une fascination. Fascination, oui, tout à fait. C'est le mot qu'il faut utiliser. La fascination vient toujours de la question de savoir comment
Nous avons tous entendu parler de ce que disaient l'évolutionniste de la fin du XVIIIe et du XIXe siècle qui parlait d'un maillon manquant. Alors, c'est pas seulement un maillon qui est en train de manquer, qui soit manquant, il y a aussi une rencontre qui ne s'est pas faite. Je ne vois pas comment les êtres humains, l'homme moderne et les hommes de Néandertal auraient pu se mélanger. Alors, où est-ce qu'ils pourraient se rencontrer? Quel serait le lieu de rencontre? Où est-ce qu'il y aurait cette passion, cette histoire d'amour? Oui, il a dit que c'était une surprise. Oui, mais ça relève pratiquement de la science-fiction parce que la question suivante, forcément, sera une question portant sur les gènes des extraterrestres, des envahisseurs. Si on pouvait se mélanger aux hommes et aux femmes de Néandertal, alors pourquoi est-ce qu'à ce moment-là, est-ce qu'on ne pourrait pas se mélanger aux extraterrestres? Enfin, il y a quand même une chose de certaine, c'est que nos ancêtres ne pouvaient pas être racistes. Ça, c'est clair. Écoutez, je ne le sais pas. J'ai toujours tendance à dire quand on commence à envisager comment ça s'est passé entre l'homme de Néandertal et l'homme moderne, cela donne davantage d'indications quant à la façon que nous avons de concevoir l'être humain. On ne sait pas vraiment comment ça s'est passé par le passé. Est-ce qu'il faut tomber amoureux pour pouvoir avoir une relation sexuelle? Alors, pourquoi est-ce que... Parce que si vous êtes pessimiste, vous pouvez dire oui, bien évidemment, il y a eu le premier génocide, hein, et ils ont disparu simplement parce qu'on a dû les exterminer, mais on pourrait le dire de façon différente en disant regardez le Proche-Orient, les premiers êtres humains en dehors de l'Afrique, on les trouve au Proche-Orient. Il y a des centaines de millions d'années, les derniers hommes de Néandertal étaient au Proche-Orient en 60 000 ans. Donc il y a eu des centaines de milliers d'années de coexistence pacifique. Donc nous ne savons pas ce qui s'est passé. Il se peut qu'il y avait des hommes modernes à l'époque et qui ont ensuite disparu, mais cela nous donne des informations quant à la façon dont nous percevons l'être moderne aujourd'hui plutôt que ce que nous pensons s'est passé. Mais vous parlez des gènes du Néandertal dans notre génome et vous vous y attendiez. Oui, bien sûr, c'était deux, trois petites choses que nous attendions. J'ai écrit plusieurs livres sur la question. Et intellectuellement, nous savons, et cela a été dit de façon publique, qu'il reste possible qu'il y ait une contribution parce qu'en fait, on avait une façon biaisée de concevoir les choses et les paléontologues, en fait, nous ont confirmé cela. Ça m'a beaucoup surpris. Mais vous n'avez pas dit davantage sur la disparition de l'homme de Néandertal. Est-ce qu'on en sait davantage? Écoutez, la seule chose raisonnable qu'on peut s'imaginer, est-ce que ce sont seuls les hommes de Néandertal qui ont disparu? Peut-être il y avait d'autres êtres humains qui sont tombés malades, qui étaient particulièrement susceptibles à une maladie. Les hommes de Denisova sont disparus. Il y a également une autre espèce en Indonésie qui a disparu. Au cours des 30 000 dernières années, c'est quand même assez unique dans toute notre histoire puisque nous sommes seuls sur la Terre parce qu'avant, il y avait toujours d'autres espèces d'hominidés. Donc je crois que cela est dû à notre comportement. Mais quant à savoir quel est ce comportement, ça pourrait être différentes choses, différentes raisons dans différentes régions. On ne sait pas. Vous donnez beaucoup de détails quant à ce que nous avons hérité de l'homme de Néandertal, mais
Qu'avons-nous appris de nous-mêmes quand on le regarde aujourd'hui? Ça aussi, c'est une question peut-être pour vous, professeur Sloterdijk. Écoutez, moi, je suis plutôt concret, on fait des travaux très concrets. Je sais que l'homme de Néandertal se retrouve en l'être humain moderne d'aujourd'hui. La moitié du génome de l'homme de Néandertal existe encore aujourd'hui. Nous sommes mélangés à eux, on a eu des bébés et les bébés ont été intégrés dans la société moderne et ils ont réussi, ils ont eu des enfants à leur tour. Et ça ne se serait pas passé comme cela s'il n'y avait pas eu de rencontres heureuses. Et vous, comment vous répondriez à cette question? Qu'est-ce que nous avons appris de nous-mêmes? Et écoutez, une civilisation moderne qui décide de remplacer le mythe de l'évolution par des théories scientifiques a des problèmes aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de chaînons manquants, beaucoup de trous dans cette belle histoire que nous sommes en train de nous raconter sur l'évolution. Il y en a beaucoup de ces lacunes, beaucoup de chaînons manquants. Et l'histoire devient de plus en plus délicate à raconter. Alors on peut envisager une explication économique, comme c'est le cas dans la Genèse, mais cette histoire-là nous rend étrangers à nous-mêmes, parce qu'en règle générale, les êtres humains ne peuvent pas se pencher sur le miroir de génome, parce que ce n'est pas une image de vous-même que vous allez voir dans ce miroir. Et c'est quand même une sacrée gymnastique intellectuelle pour y arriver. C'est quand même fascinant ce que vous dites. Et rappelez-vous la Genèse et l'histoire de Jurassic Park. J'ai l'impression que ça redevient une seule histoire. Et cette analyse du passé de l'homme nous rapproche de la logique de Jurassic Park et nous éloigne de ce que l'on trouve dans la Bible comme histoire. Dernière question avant de m'intéresser au public. Alors, si vous rencontriez l'homme de Néandertal aujourd'hui dans cette salle ou en dehors de la salle, qu'est-ce que vous lui poseriez comme question? Professeur Pabo, eh bien, je lui poserai n'importe quelle question pour voir un petit peu comment il répond, s'il arrive à me répondre, comment il parle. Oui, qu'est-ce que je lui poserai comme question? Eh bien, une question fascinante, ce serait de savoir, est-ce que nous avons des différences cognitives? Je peux m'imaginer qu'un homme de Néandertal est tout aussi intelligent que moi. Mais il y a peut-être un problème ou une différence de sociabilité. Je crois que on veut essayer toujours de l'influencer l'autre et de disséminer nos idées, et c'est peut-être la raison pour laquelle nous formons ces grandes sociétés, cette culture cumulative où on passe la premier tiers de notre vie à apprendre ce que faisaient les anciens et après de rajouter un chapitre. Oui, c'est peut-être la raison pour laquelle on s'est peut-être battu avec l'homme de Néandertal et ils ont disparu. Alors, je m'adresse à vous. Si vous avez des questions pour nos invités ce soir, allez-y. Ça marche? Oui. Good evening. Thank you for this. Bonsoir, merci de cette présentation fort intéressante. J'étais en train de me demander, vous avez parlé de la
découverte de l'Homo sapiens qui avait 40 000 ans, qui avait beaucoup d'ADN de Néandertal. Et je me demande si on ne savait pas que l'homme de Néandertal existait, est-ce que vous auriez pu en déduire son existence en vous fondant sur ce que vous trouviez comme ADN? Première question. Et deuxième question. Est-ce qu'on pourrait trouver un Homo sapiens semblable dans d'autres régions du monde et à ce moment-là, à partir de cette découvrir, en déduire qu'il y avait d'autres ancêtres qui ressemblaient à l'homme de Néandertal, l'homme de Denisova ou d'autres espèces? Vous avez bien compris ce que je voulais dire. Vous pensez qu'en étudiant le génome moderne, on arrive à trouver la contribution d'une espèce ancienne? Avec cet individu que nous avons découvert, on aurait forcément fait cette découverte. Il y a des gens qui ont découvert des méthodes, par exemple à Seattle, ils ont découvert des moyens, des méthodes où ils arrivent justement à pouvoir utiliser les données existantes avec des éléments du passé. Alors, si on n'avait pas eu ces échantillons de génome, on n'aurait pas pu démontrer notre théorie. On a trouvé en Afrique d'autres restes qui nous font penser à des grandes différences. Et je peux m'imaginer que ça vient de groupes d'hommes de génome qui n'existent plus aujourd'hui. Mais je peux m'imaginer qu'en Afrique, il y a eu une métapopulation pendant des centaines de milliers d'années où on a constamment échangé des gènes de groupe à l'autre. Et l'homme moderne, en fait, vous le retrouvez dans d'autres régions du monde. C'est donc extrêmement précieux que d'avoir ce genre de génome. Je me tourne vers Twitter. Est-ce qu'il y a des questions sur Twitter? Oui, il y en a pas mal d'ailleurs. En voilà une assez amusante. Est-ce que vous pensez que l'absence de Néandertal dans l'ADN humain suggère que l'homme de Néandertal n'était pas sexy? Si c'était seulement l'homme de Néandertal qui a apporté sa contribution, l'ADN mitochondrial n'aurait pas été transmis. Mais on s'attendrait à moins de contributions sur le chromosome X parce que l'homme donne son chromosome X uniquement aux filles et pas aux garçons. Donc s'il n'y avait que l'homme, on s'attendrait à avoir moins de contributions sur le chromosome X. Et c'est ce que l'on voit. Mais lorsqu'on a vu ça pour la première fois, on s'est dit oui, c'est bel et bien l'être humain, ou plutôt la femme humaine qui a trouvé l'homme de Néandertal sexy, et ça se traduit dans les emails que nous obtenons aujourd'hui, où on dit que les hommes de Néandertal n'ont pas de femmes de Néandertal. Mais sur d'autres régions du chromosome, il semble qu'il y ait eu d'autres sélections. Et c'est peut-être ce genre de sélection qui explique les choses. Donc il se peut que ce soit l'homme de Néandertal qui soit sexy et pas la femme. Une autre question. Ce qui est très frappant dans vos dessins, c'est que l'homme de Néandertal a vécu pendant des centaines de milliers d'années en Eurasie et n'a jamais franchi la mer. Est-ce que ça lui faisait peur? Parce que nous y sommes parvenus assez rapidement. Évidemment, les chimpanzés et les singes ne nagent pas du tout. Ils coulent comme des pierres. C'est la raison pour laquelle, dans les jardins zoologiques, on peut les délimiter du reste de la superficie par un peu d'eau. Mais nous n'avons pu franchir les mers qu'avec une certaine technologie, dans une certaine mesure. Mais si on prend les hominidés qui existaient en Afrique et en Eurasie pendant 2 millions d'années, si on remonte aussi loin que cela, jamais ils ne se sont rendus en Australie, jamais ils ne se sont rendus en Amérique ni à Madagascar. Depuis l'Afrique, quand même, c'est pas si loin. Il y a bel et bien une explication, me semble-t-il, qui se cache là derrière.
Ils se sont répandus comme d'autres mammifères. Lorsque vous voyez la Terre de l'autre côté de la mer, vous le traversez, mais pas autrement. Alors que l'être humain moderne, non seulement est allé dans d'autres grands continents, mais a franchi les distances qui le séparaient de toutes les petites îles du Pacifique. Par exemple, l'île de Pâques, qu'on n'a pas redécouvert pendant très très longtemps. C'est un peu de la folie que de commencer à partir en bateau sur le Pacifique sans savoir où on va. On a toujours tendance à penser qu'il y a donc une question d'attitude vis-à-vis du monde dans l'être humain moderne. On ne s'arrête jamais, on essaye toujours d'aller plus loin, et maintenant on pense à aller sur Mars. Il y avait une question, me semble-t-il, dans la salle, non? Est-ce qu'il n'est pas surprenant que l'on ne trouve pas d'ADN de Néandertal en Afrique? Parce que ça voudrait dire que aucun de ceux qui ont fauté avec des Néandertals ne sont revenus à leur point de départ. Le professeur Escoffier a peut-être d'autres avis que moi là-dessus, mais on voit assez peu de migration retour vers l'Afrique. Il y en a un petit peu, mais en règle générale, c'est un mouvement qui vous fait partir de l'Afrique vers le reste du monde. Ça, c'est intéressant. Et la contribution de Néandertal que l'on voit en Afrique présente une très forte corrélation avec la composante européenne, uniquement pour cette migration-retour. Les autres Néandertals ne sont pas revenus en arrière. Le micro pour une question ici. Je pense au crâne. Je crois avoir vu un crâne de Néandertal avec des marques dessus. C'est peut-être en Croatie, si je ne m'abuse. Donc, je voulais parler des marques que l'on retrouve parfois sur les crânes, comme des lignes horizontales ou verticales sur le crâne. L'interprétation que j'ai lue, si je me souviens bien, c'est qu'il y avait peut-être des rites pratiqués sur les morts ou une forme de cannibalisme. Est-ce que vous avez une explication? Je crois, surtout, un paléontologue, Tim White, prétend qu'il voit beaucoup de preuves de cannibalisme chez l'homme de Néandertal, encore plus que chez l'être humain moderne au début de son évolution. Je ne connais pas ce genre de marques sur le crâne, pour ma part, mais je sais qu'il y a beaucoup de marques de coupures sur les os, là où il y a les liens et les attaches avec le muscle. Vous voyez qu'il y a des fragments parfois avec des os particuliers, notamment ceux qui contiennent de la moelle épinière. On a donc l'impression qu'on a cassé, brisé ces os pour accéder à la moelle épinière. Par exemple, le tibia notamment n'est pas... pardon, le tibia est brisé, mais pas l'autre partie de l'os qui ne contient pas de moelle épinière. On a donc l'impression que c'est un comportement qui s'est manifesté à cet égard, mais il peut y avoir aussi une explication religieuse, on n'en sait rien. On a l'impression que nos meilleurs os sont ceux qui ont été mangés. Il y a parfois des squelettes entiers de Néandertal qui ont été mis dans la terre, et dans ce cas-là, on trouve proportionnellement moins d'ADN parce qu'il y a beaucoup d'activités bactériennes dans les corps qui sont déposés dans la terre. Alors que si vous prenez une partie d'os que vous laissez tomber dans la caverne, ça sèche assez rapidement sans bactéries autour. Nous remercions donc les Néandertals de nous avoir préservé ces os, ce qui nous permet d'obtenir leur génome. Puisque nous parlons de l'image que l'on a de l'homme de Néandertal il y a des décennies ou 20 ans à peu près, l'image de l'époque était tout à fait différente d'aujourd'hui. On avait l'image d'un être brutal, stupide, un peu borné, très proche de l'animal. Et cette image a changé ces dernières années. C'est peut-être une question pour vous, Monsieur Sloterdijk. Pourquoi est-ce qu'il y a eu ce changement? Pourquoi est-ce que l'on a une vision différente de l'homme de Néandertal? C'est peut-être dû au progrès de la science et de la génétique, mais aussi peut-être à la religion. Mais pourquoi? Je crois que les deux images coïncident encore et coexistent encore.
On continue à penser que l'être de Néandertal était brutal, stupide, notamment parce que du coup on voit l'être humain actuel comme étant particulièrement sensible et intelligent. Ces deux vues sont présentes. Je crois que vous avez découvert un homme de Néandertal avec des fleurs dans la tombe, n'est-ce pas? Donc manifestement, ils étaient enterrés avec des présents. Effectivement, il y a un site, on a prétendu, ça a été un petit peu contesté, à Shanidar en Irak, où apparemment il y a eu des enterrements avec des fleurs. Ça reste un peu controversé, mais ça semble établi. Et en plus, à l'époque, il y a 50 000 ans, la technologie n'était pas très différente de celle des êtres humains précoces. Et il a pu y avoir des rencontres avec l'être humain et donc une inspiration de la part de l'homme de Néandertal vis-à-vis de l'être humain. Qu'en pensez-vous, M. Sloterdijk? C'est très intéressant d'entendre ce commentaire scientifique. Une question très naïve se pose: pourquoi l'être humain a-t-il le sentiment d'être esthétiquement plus développé que l'homme de Néandertal? Il semble qu'il y ait une sorte de dérive bioesthétique dans l'évolution humaine. De façon générale, je suis assez d'accord. Je pense que la race humaine devient de plus en plus belle. Peut-être que l'homme de Néandertal n'a pas véritablement participé à cette évolution. Mais entre eux, de toute évidence, ils se trouvaient suffisamment beaux pour procréer. Vous voulez dire que les individus deviennent plus beaux ou bien qu'ils produisent de l'art? Non, 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 non. Je pense qu'une certaine forme de beauté est en quelque sorte congénitale de la race humaine. Nous ne connaissons pas l'avis de l'animal sur nous-mêmes, mais les êtres humains entre eux ont tendance à se trouver beaux. Le visage humain en particulier a quelque chose à dire. Il y a toujours une forme de beauté dans le visage humain. Et sans cette beauté, les êtres humains ne pourraient pas être ce qu'ils sont. Et si l'on a une vision erronée de l'homme de Néandertal prétendant qu'ils sont brutaux, qu'ils n'avaient pas le sentiment de la transcendance ou autre, tout ce dont les êtres humains sont fiers aujourd'hui par rapport à eux-mêmes, si cela manquait chez l'homme de Néandertal, cela pourrait expliquer pourquoi nous ne l'avons pas reconnu comme étant membre de la famille humaine. Moi, j'aimerais beaucoup savoir si, du point de vue de la paléoanthropologie, on dispose d'indices nous permettant de comprendre le sentiment des êtres humains sur le plan de la bioesthétique. Est-ce que vous avez une réponse? Non, ben non. Monsieur Sloterdijk. Oui, c'est aussi la différence entre l'homme et la femme. Le public a fait preuve d'une certaine hilarité lorsque l'on a évoqué la question de savoir qui avait épousé qui entre les êtres humains et les Néandertals. Il y a une célèbre anecdote à propos d'une cuisinière de Vienne qui avait dit que quand un homme est plus beau qu'un singe, c'est du luxe.
Ça fait partie de cette approche bioesthétique que l'on retrouve un peu partout de nos jours et qui existe sans doute même à des dimensions archaïques. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Oui, une par ici. Quelque chose de plus spécifique pour clarifier les choses. Le précédent orateur du colloque avait parlé de l'origine de Néandertal comme venant d'Afrique. Moi, je ne suis pas sûr d'avoir bien compris. Il avait dit qu'on avait trouvé un tout petit pourcentage d'ADN dans la population africaine venant de l'homme de Néandertal. Or, vous avez dit que l'homme de Néandertal a eu son origine en Afrique. Vous l'avez expliqué. Vous avez expliqué pourquoi il y avait moins d'ADN. C'était dû au fait que l'homme de Néandertal n'est jamais revenu en Afrique. Est-ce que vous pourriez un petit peu reclarifier les choses, s'il vous plaît? Je ne suis pas sûr d'avoir bien suivi. Il y a une origine des ancêtres de l'homme de Néandertal en Afrique. La plupart des paléontologistes appelleraient ça Homo heidelbergensis, qui existait à la fois en Afrique et en Europe. Et la contribution des Néandertals, qui représente plus de 30 000 morceaux de nucléotides, on ne la trouve qu'en dehors de l'Afrique. Chaque fois qu'on la trouve à l'intérieur de l'Afrique, c'est en forte corrélation avec des gènes qui ont été ramenés en Afrique par des gens qui sont revenus en Afrique au fil de l'histoire. Mais quelle est la signification et l'importance de tout cela? L'importance de quoi? De la contribution de Néandertal? Eh bien, on commence juste à l'apprendre. Certaines variantes génétiques de Néandertal ont des conséquences médicales, par exemple, comme je vous l'ai montré vers la fin de mon exposé. Mais l'origine de Néandertal, c'est l'Afrique. Oui, oui, tout à fait. L'origine de tous les hominidés est en Afrique. Encore une question. Je sais que c'est une question difficile. Lorsque le genre Homo est devenu sapiens, Homo sapiens, ça veut dire l'homme humain, l'homme moderne, pardon. Qu'est-ce qui a déclenché la naissance de l'Homo sapiens? Ça, c'est la question à $1 milliard, hein, et je ne sais pas si on pourra y répondre d'ici 10 ans ou 20 ans. J'espère que l'étude de toutes les questions que je vous évoquais nous permettra d'avancer. Excusez-moi, je voudrais aussi permettre à d'autres personnes de poser des questions. Peut-être sur Twitter? Oui. Ça nous ramène à une question qui a été posée au tout début. Dans quelle mesure la diversité entre êtres humains actuels pourrait découler du mélange avec d'autres espèces telles que l'homme de Néandertal ou l'homme de Flores, par exemple? Je serais très surpris, enfin, je ne serais pas surpris que l'on trouve d'autres groupes d'hominidés actuellement éteints, par exemple en Chine, qui aient aussi contribué à l'être humain moderne. Je serais très surpris que cela se totalise 10% au maximum, parce qu'on voit clairement que la variation vient de l'Afrique et que pour la très grande majorité des êtres humains, l'origine est en Afrique. Mais je ne serais pas surpris que l'on trouve d'autres points de contact, mais qui resteraient en faible proportion avec des faibles variations. Il y a donc bel et bien des petits hobbits assez petits, tels que l'homme de Flores, mais il n'y a rien qui montre que ce genre de groupe ait contribué à notre pool génétique. Quelque chose de cette nature a pu contribuer éventuellement aux hommes de Denisova. On a vu une vieille composante dans le génome de Denisova qui n'est pas présente dans le génome de Néandertal et qui vient d'une divergence qui s'est produite il y a 1 million d'années ou peut-être plus encore dans l'histoire. Et peut-être à l'origine de l'Homo erectus en Asie à raison de quelques petits points de pourcentage.
ces groupes-là se sont aussi mélangés les uns aux autres, alors que la contribution des Néandertals au Denisovans est établie elle aussi. Tout le monde, en quelque sorte, s'est mélangé à tout le monde. Une question au fond de la salle? Oui, merci de cet exposé. J'ai une question à propos de la longévité du processus de vieillissement de Néandertal. Parce que parfois, on décrit des êtres humains dans les Écritures comme ayant vécu 200 ou 300 ans. On ne sait pas si c'est un mythe ou pas. Est-ce que vous pourriez nous parler de la longévité maximale que vous ayez observée dans l'espèce ou les espèces que vous avez étudiées? Écoutez, je ne suis pas un expert de ces questions du tout, mais je comprends qu'il est très difficile de juger de l'âge d'un squelette à la mort. Surtout si la personne a dépassé 15 ans, les os et les dents ont atteint leur maturité adulte. On prétend que les Néandertals vivaient en moyenne 4 ou 5 ans de moins que l'être humain moderne. Peut-être cela a-t-il eu une influence démographique importante. Lorsque vous êtes dans une société où les femmes sont pratiquement tout le temps enceintes, ça veut dire qu'il y a eu un enfant de moins par génération, ce qui peut avoir une incidence importante. Mais en tout cas, nous ne savons pas quelle est la longévité maximale des Néandertals. J'ai une question sur l'expérience que vous avez faite à propos des souris lorsque vous avez essayé de leur injecter une séquence de gènes humains. Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on peut imaginer de faire ça sur les chimpanzés? Parce qu'ils sont plus proches des primates tels que les êtres humains que les souris. Et quel est votre avis à vous, professeur Sloterdijk? Alors, vous voulez dire des primates non humains. Donc, les chimpanzés, les orang-outans, etc. Eh bien, avec les singes, c'est totalement exclu du point de vue éthique. Évidemment, on pourrait imaginer plein de choses, mais dans le monde civilisé qui est le nôtre, ce genre d'expérience n'est pas possible. Ce que l'on a entendu, ce que l'on a appris sur les chimpanzés, les orang-outans ces dernières décennies, c'est qu'ils sont beaucoup plus proches de l'être humain qu'on ne le pensait auparavant. Sur le plan de la cognition, sur le plan du comportement. Mais si vous voulez dire des singes ou des primates avec une queue, par exemple, là, on ne sait pas encore si c'est très très moral de se lancer sur des expériences sur les macaques, par exemple. En Chine, on travaille beaucoup sur des macaques transgéniques. Ce genre de choses va survenir, que l'on le veuille ou non. Et avec les gènes dont vous avez parlé ? Écoutez, l'essentiel du travail qui est fait à cet égard a une finalité médicale, mais il y aura aussi d'autres types de travaux dans ce domaine, certainement. Et qu'en pensez-vous, Monsieur Sloterdijk? Moi, j'aimerais poser une question. Est-ce qu'il est possible de faire une distinction entre tribus ou groupes ethniques ou cultures parmi l'homme de Néandertal? Oui, je crois que les paléontologues voient bel et bien des différences, en particulier chez les Néandertals tardifs, pour lesquels nous disposons de beaucoup plus de matériaux. Il y a aussi des cultures en France, le Péronnien et d'autres types de Néandertals tardifs qui ont repris des caractéristiques de l'être humain moderne. Est-ce qu'il y a des preuves de guerre entre groupes de Néandertals ? Vous voulez dire par guerre violence organisée et pas violence individuelle, n'est-ce pas? Bien, je ne crois pas que l'on ait des preuves à cet égard. Mais vous savez que les chimpanzés ont des formes de guerre, connaissent des formes de guerre. Il y a des groupes qui s'opposent individuellement, systématiquement. Encore une question dans le public? Question, simplement je trouve vraiment miraculeux qu'on ait pu retirer de l'ADN des petits fragments pour notamment Denisova ou autres. Ma question est, jusqu'à quand dans le temps en arrière peut-on espérer pouvoir encore trouver de l'ADN utilisable?
Jusqu'où peut-on remonter donc pour trouver de l'ADN? Eh bien, l'ADN le plus ancien qui ait été récupéré aujourd'hui vient du permafrost, pergélisol. Ça a été fait par un groupe de Copenhague qui a étudié le génome du cheval. Et ça remonte à 700 000 ans. Pour l'ADN humain ou d'hominidés, ça vient de Maria Luisos en Espagne et ça remonte à 450 000 ans, 430, 450 000 ans. Il y a très peu d'ADN, mais ça nous donne une toute petite idée de la manière dont ce groupe était lié à d'autres groupes. Et il s'avère que ça se situe très au début de la lignée des Néandertals, presque même au niveau de leurs ancêtres. Mais l'ADN le mieux conservé est dans le pergélisol et à près de 700 000 ans. Une dernière question sur Twitter. Est-ce que l'on sait ce qui aurait pu aboutir à la disparition des hommes de Denisova? En d'autres termes, y a-t-il une corrélation directe avec l'arrivée de l'Homo sapiens? Il faudrait mieux poser la question à un paléontologue. De nombreux paléontologues affirment en tout cas que lorsque l'être humain est arrivé dans une région donnée, le Néandertal a disparu et a disparu assez rapidement. Mais il y a des exceptions à cette règle, notamment au Moyen-Orient, où on a trouvé des êtres humains modernes il y a 120 000 ans et les Néandertals existaient encore 60 000 ans plus tard. La question est de savoir s'il y a eu véritablement recoupement. Il a dû y avoir des contacts entre eux, certainement. Mais est-ce que les êtres humains étaient là parce que le climat était plus proche de celui de l'Afrique? Est-ce que c'était une autre période que les Néandertals étaient là parce qu'il faisait plus froid? Il est très difficile de le dire, en tout cas. Et moi, je poserai la toute dernière question. Quel est votre rêve dans les dernières années de votre carrière scientifique? Qu'est-ce que vous rêvez de découvrir encore? Si on pouvait trouver quelques-uns de ces changements fondamentaux qui font de l'être humain ce qu'il est sur le plan cognitif, par exemple le FOXP2, mais sur un autre domaine, dans un autre domaine encore. Ça, c'est un de mes rêves et je mourrais heureux dans ce cas-là. Merci beaucoup. À faire 2-3 remerciements à la Fondation Wright qui organise ces colloques, à l'Université de Genève qui les accueille ici, à vous d'être venus, aux organisateurs, aux traducteurs en direct, on les oublie des fois, merci à eux. Et à vous donner rendez-vous pour la dernière conférence de Peter Sloterdijk, demain soir, même heure, même place. Si vous avez aimé cette conférence, dites-le nous. On organise un petit sondage pour améliorer chaque année ou chaque 2 ans ces colloques. L'adresse est la suivante, colloque.ch/sondage. Dernière chose, vous savez qu'il y a un spectacle qui est lié à ce colloque Wright tous les soirs à 3 heures différentes. Je ne les ai plus en tête, mais vous trouvez ça sur le site. Jusqu'au 20 novembre, au Parc des Bastions. Allez le voir, il paraît que c'est fantastique. Merci à tous. À demain pour ceux qui souhaitent revenir. Bonne soirée. Thank you. Thank you. Thanks. Yes, it was fun.